Tous les enfants savent que le château de Zöborg est une ruine au nord du Zéland, à un demi-mille environ de la côte, près d'un petit village du même nom. Bien que depuis longtemps détruit, il s'est pourtant conservé dans la mémoire du peuple qui l'y gardera aussi, car il donne au souvenir l'aliment d'un riche passé d'histoire et d'histoire poétique. En un sens, on peut dire quelque chose d'analogue du lac de Zöborg, dont le sort est lié à celui du château. Il offre à l'érosion de la nature une étendue primitive de 2000 et une profondeur de plusieurs brasses. Aussi n'a-t-il pas encore disparu, et si la terre ferme lui dérobe l'un après l'autre les marécages en voie d'assèchement et le rétrécit ainsi de plus en plus, il peut encore un certain temps revendiquer son existence de lac. L'été dernier, je rencontrai à Elseneur l'un de mes vieux amis, fervent des sciences naturelles. Depuis Copenhague, il avait remonté la côte vers le nord pour étudier la flore marine. Il voulait maintenant visiter la région de Zöborg, où il espérait une ample moisson d'observations. Il me proposa de l'accompagner, j'acceptai. Le lac est d'accès difficile. De toutes parts et sur une assez vaste superficie, il est entouré de terrains mouvants. Jour et nuit, il y poursuit avec la terre une lutte de frontières. Une certaine mélancolie se dégage de ce conflit que ne révèle cependant aucune trace de destruction. Le gain de la terre se transforme en effet en riante et fertile prairie. Mais le pauvre lac, lui, va ainsi disparaissant. Nul n'en a pitié. Nul ne compatit à son sort, car ni le prêtre, ni les paysans de part et d'autre, riverains, ne trouvent à redire au gain répété d'un morceau de pré. Pauvre lac sur ses deux rives, à la merci de la cupidité. L'extrême abondance de roseaux qui couvre les terrains mouvants lui donne un caractère encore plus refermé. Cette végétation est unique au Danemark, du moins au dire de mon ami le naturaliste. En un seul point se trouve un étroit canal où est amarré un bateau à fond plat. Nous y prîmes place tous deux, lui pour l'amour de la science, et moi par amitié pour lui et par curiosité. Nous démarrâmes à la perche, non sans peine, dans ce chenal où l'eau mesure à peine 1 pied de profondeur, alors que les roseaux dressent leurs tiges de 7 ou 8 pieds et forment une forêt épaisse et impénétrable. Derrière ce rideau, on se croirait à jamais perdu, loin du monde, oublié dans le silence que seul troublait le glissement de notre barque se frayant sa route, ou le cri du butor, cette voix familière de la solitude qui retentissait 3 fois, se taisait et reprenait encore. Étrange oiseau, pourquoi ces gémissements et ces plaintes, toi qui n'as d'autre désir que de rester dans la solitude? Nous sortîmes enfin des roseaux, et le lac étendit devant nous son miroir étincelant de la clarté d'après-midi. Tout était calme, le silence régnait sur les flots. Tout à l'heure, quand nous avancions à travers les roseaux, je m'étais cru parmi la végétation luxuriante des Indes. Il me sembla maintenant que je voguais sur l'océan Pacifique. J'étais comme angoissé de me sentir infiniment loin des hommes sur une coquille de noix en plein océan. Par moments, retentissait un bruit confus où se mêlaient les cris d'oiseaux de toutes sortes, puis ce vacarme cessait soudain, l'oreille cherchait vainement un son dans l'infini, et de nouveau le silence régnait, presque angoissant. Mon ami, le naturaliste, prit le croc destiné à retirer les plantes du lac. Il le jeta et se mit au travail. Pendant ce temps, assis à l'autre extrémité du bateau, je m'abandonnais à la rêverie où me plongeait la nature environnante. Déjà, mon compagnon avait un suffisant butin et s'en occupait. Je lui demandai son instrument, je repris ma place et le lançai. Il s'enfonça avec un bruit sourd. Peut-être fus-je maladroit, mais quand je voulus le relever, il me sembla retenu avec une telle force que je craignis de ne pas en venir à bout. Je tirai. Une bulle s'éleva du fond. Elle resta un instant à la surface, creva et je réussis. J'éprouvais un sentiment étrange, mais je n'imaginais pas le moins du monde la nature de ma trouvaille.
Quand j'y pense, maintenant que je sais tout, je comprends l'apparition de cette bulle. C'était, je le vois, le soupir des abîmes, un soupir des profondis, un soupir des flots auxquels j'arrachais leurs dépôts, un soupir du lac fermé, un soupir de l'âme renfermée à laquelle je dérobais son secret. Si je l'avais soupçonné 2 minutes plus tôt, je n'aurais pas osé tirer. Mon ami le naturaliste, tout à son travail, me demanda vaguement si j'avais trouvé quelque chose, d'une voix qui ne semblait pas attendre d'une réponse, puisqu'il estimait avec raison que je ne me livrais pas à cette pêche pour le compte de la science. Je n'avais pas trouvé ce qu'il cherchait, mais tout autre chose. Ainsi nous restâmes chacun à une extrémité du bateau, chacun à ses trouvailles, lui pour l'amour de la science, moi par amitié et par curiosité. Une toile cirée, scellée de plusieurs cachets, enveloppait une cassette de palissandre. Elle était fermée. Je l'ouvris en forçant et trouvai la clé à l'intérieur. Ainsi tout repliement est d'abord d'ordre intérieur. La cassette contenait, réunies en cahier, des feuilles d'un papier à lettres très élégant, recouvertes d'une écriture particulièrement agréable et soignée. Tout dénotait un ordre, un soin minutieux, et pourtant il s'en dégageait une impression de solennité, comme si tout cela avait été fait sous le regard de Dieu. Comment ai-je pu intervenir ainsi et apporter le désordre dans les archives de la justice céleste? Mais il est trop tard, et je demande pardon au ciel et à l'inconnu. La cachette était certes bien choisie, et le lac de Zeuborg est plus digne de confiance que la plus solennelle déclaration qui promet un silence absolu, car il ne donne même pas cette déclaration. Chose curieuse, malgré leur extrême différence, le bonheur et le malheur ont parfois ce trait commun de souhaiter le silence. À la loterie, on aime un marchand du billet capable, à la distribution des lots, de taire le nom de l'heureux gagnant, afin que celui-ci ne voie pas sa chance lui devenir funeste. Mais celui qui a gaspillé au jeu toute sa fortune désire aussi que son nom ne soit pas divulgué. La cassette contenait divers objets de valeur, quelques-uns même d'une valeur considérable, bijoux, pierres précieuses, hélas, et payées un grand prix, dirait certes le propriétaire, cependant maître de les garder. C'est de cette précieuse trouvaille que je me sens tenu de donner avis au public. Elle comprend un anneau d'or plat, à date gravée à l'intérieur, et un collier portant une croix de brillant attachée par un ruban de soie bleu clair. Le reste est en partie sans valeur aucune, un fragment d'une affiche de comédie, un autre déchiré d'un Nouveau Testament, chacun soigneusement placé dans une enveloppe de papier vélin, une rose desséchée dans un médaillon d'argent doré, et autres semblables bibelots qui ont dû avoir pour le propriétaire autant de valeur que des brillants à 2 carapièces.